Cela dépend toujours du niveau auquel vous êtes prêt à voir les choses. La plupart paient, eh bien, permettez-moi de commencer d'une autre manière. Hier était sur le marché, oui, ce marché du quartier où tout le monde se connaît, et a été témoin de quelque chose de fascinant. Une dame doit avoir 70 ans, négociant le prix des oranges. Le vendeur, un nouveau garçon, a expliqué que le prix avait augmenté parce que la récolte était plus bas. Elle a répliqué en montrant les oranges du concurrent à 3 tentes à l'avance. En 2 minutes, ils ont fermé une valeur intermédiaire. Les deux étaient satisfaits. Personne n'a envoyé. Aucune loi déterminée. Aucun inspecteur ne supervisait. Murray Rothbard passerait et souriait. Mais attendez. Vous pensez probablement, oh, voici un autre texte sur le marché libre, le capitalisme, ces choses. Non. Pas exactement. Parce que ce qui s'est passé dans cette tente aux fruits est infiniment plus profond que l'économie. Il s'agit de quelque chose qui passe dans le noyau de ce que signifie être humain. La possibilité de choisir. Voir, lorsque cette dame a décidé d'acheter des oranges ou de ne pas acheter, ou négocier, ou en congé, il a exercé quelque chose qu'aucun système centralisé ne peut reproduire, un jugement contextuel instantané basé sur des milliers de micro-informes traités simultanément. L'odeur des fruits. L'expression du vendeur. Le mouvement des autres tentes. Vos décennies expérimentent l'achat au même endroit. Le poids du sac à l'épaule se souvenant de combien d'argent a apporté. Le souvenir du petit-fils qui aime le jus d'orange naturel. Multipliez maintenant cela pour des millions. Milliards. C'est là que l'esprit commun s'écrase. Impossible de coordonner autant. Et c'est exactement là que vit la perspicacité révolutionnaire, vous n'avez pas à vous coordonner. La coordination émerge. Comme grâce à chaque décision gratuite prise par chaque individu qui poursuit ses propres intérêts. Vos propres intérêts, prêt, a dit le putain de mot. Celui qui fait que la moitié des gens se frappent le nez. Comme si chercher son propre bien-être était intrinsèquement mauvais. Comme si l'alternative, quelqu'un décidant pour vous ce que votre bien-être était moralement supérieur. Permettez-moi de raconter une autre histoire. Je connais un boulanger. Réveillé 4 heures du matin tous les jours saints. Pourquoi? Servir l'humanité? Pour remplir votre devoir social? Non. Réveillez-vous tôt parce que vous avez trouvé que le pain chaud à 6 heures du matin se vend du triple. Pur auto-intérêt. Résultat? Des centaines de personnes commencent la journée avec du pain frais, du café qui se déroule le bonheur, un moment de plaisir simple avant la ruée. Le boulanger est-il riche? Non. C'était moins pauvre. Et chaque client était un peu plus satisfait. Résumez tous. Multiplie pour toutes les boulangeries, marchés, ateliers, bureaux. Rothbard a vu cela avec une clarté chirurgicale, lorsque vous empêchez les gens de prendre des décisions gratuites sur le marché, vous ne limitez pas les transactions. Il bloque des milliards de micro-maintenances quotidiennes. Il remplace l'intelligence distribuée de millions de personnes par la sagesse présumée de quelques-uns. Mais ici vit un délicieux paradoxe. Le marché libre ne concerne pas l'absence de règles. Il s'agit des bonnes règles. Ce qui émerge naturellement des interactions volontaires. Le boulanger qui vend du pain de moisissure ne dure pas une semaine. Vous n'avez pas besoin d'impôts. La dynamique même du marché l'explique. La dame des oranges ne revient pas dans la tente de l'intermédiaire malhonnête. Aussi simple que ça. Là, mais qu'en est-il des monopoles? Et de l'exploration? Et des inégalités? De grandes questions. Questions qui révèlent à quel point nous étions formés. Parce que voir, tous les monopoles durables de l'histoire avaient un partenaire silencieux. Qui est venu? Le pouvoir coercitif de l'État. Licence qui empêche les concurrents. Règlement que seules les grandes entreprises peuvent se conformer. Subventions qui déforment le jeu. Dans le marché vraiment libre, ce Rothbard défend et ne voyant presque jamais à l'état pur, les monopoles sont temporaires. Pourquoi? Parce que le profit extraordinaire attire des concurrents comme miel attire les abeilles. À moins que quelqu'un de pouvoir de police empêche les abeilles d'atteindre le miel. Remarquez-vous l'inversion? Maintenant, allons plus loin. Parce que jusqu'à présent, nous sommes à la surface. Ce qui est vraiment en jeu lorsque nous parlons de décisions libres sur le marché, ce n'est pas seulement l'efficacité économique. C'est beaucoup plus fondamental, la nature même de la coopération humaine. Pensez à votre journée.
Dès le moment où vous vous réveillez jusqu'à quand vous vous allongez. Combien d'échanges volontaires avez-vous fait? Le café qu'il avait impliqué des agriculteurs colombiens, des transporteurs, des torréfacteurs, des emballages, des distributeurs, des détaillants, aucun d'entre eux ne se connaît. Aucun d'eux n'a eu à se connaître. Mais tout le monde a coopéré pour que vous ayez sa tasse à vapeur. Comment est-ce possible? Prix. Oui, ces chiffres qui ont l'air si froids, si inhumains. Ils sont en fait le langage de coopération le plus sophistiqué jamais développé. Le prix du café a-t-il augmenté? C'est le marché qui dit, et, il y avait du gel en Colombie, nous devons économiser de l'argent. Vous êtes-vous descendu? Enregistrez la récolte, vous pouvez vous mettre à l'aise. Aucun comité central n'a dû se rencontrer. Aucun algorithme n'a calculé la distribution optimale. Des millions de décisions individuelles ont convergé dans une solution qu'aucun esprit individuel n'aurait pu planifier. C'est beau, quand vous vous arrêtez pour penser. C'est presque. Laissez-moi choisir le bon mot, c'est presque organique. En tant qu'organisme vivant qui s'autorégulant, s'adapte, évolue. Mais Rothbard est allé plus loin. Il a réalisé quelque chose que peu osent admettre, cet ordre spontané n'est pas seulement efficace. C'est moral. Pourquoi? Car il respecte la dignité fondamentale de chaque personne en tant qu'agent de ses propres choix. Quand quelqu'un décide pour vous ce que vous pouvez acheter, vendre, avec qui négocier, combien, ne se contente pas d'interférer dans une transaction. Ni son humanité. Il dit, vous ne pouvez pas juger ce qui est le mieux pour vous-même. Et ici, nous sommes arrivés au point neutral. Maintenant, dites-moi une chose. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un a pris une meilleure décision que la vôtre sur ce que vous devriez manger au déjeuner? Cela semble ridicule quand nous le mettons comme ça, non? Mais c'est exactement ce qui se passe tous les jours, seulement à l'échelle industrielle. Le problème commence lorsque nous acceptons la prémisse. La putain de prémisse qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui sait mieux que vous ce qui est bon pour votre vie. Et je ne parle pas de conseils. Conseils que vous entendez, réfléchissez, décidez. Je parle d'imposition. Voyez comment fonctionne la magie. Premier acte, nous devons protéger les gens. Au deuxième acte, créons des règles pour le bien commun. Troisième acte, oups, nous créons une rareté artificielle. Mais personne n'admet le troisième acte. Jamais. Rothbard a remarqué quelque chose qui préfère l'ignorer, chaque fois que vous empêchez une transaction volontaire, vous détruisez la richesse. Ne transfère pas. Ne redistribuez pas détruit. C'est comme si vous aviez une fête où tout le monde apporte un plat différent. Ensuite, quelqu'un arrive et dit, non, non, non. Vous ne pouvez qu'apporter de la salade. Prêt. La moitié des gens ne viennent plus. L'autre moitié apporte une mauvaise salade. La fête qui pourrait se nourrir 50 nourrit à peine 10. Remarquez comment cela fonctionne dans le monde réel. Une personne veut vendre des pains faits maison. Un autre veut acheter. Transaction simple, non. Faux. Entrez dans le régulateur, vous avez besoin d'une licence, d'un certificat sanitaire, d'un cours de manipulation des aliments, d'une cuisine industrielle. Soudain, ce qui coûterait 3 reais pour coûter 15. Ou pire, tout simplement n'existe plus. Le boulanger abandonne. Le consommateur est sans pain. La richesse qui serait créée, la valeur du pain, le profit du pain, la satisfaction du client, évapore. Ce n'était pas pour le gouvernement. Ce n'était pas pour les pauvres. Il a simplement cessé d'exister. Et ici vit la perspicacité brutale de Rothbard, la pauvreté n'est pas causée par la richesse de certains. Elle est causée par la destruction systématique des opportunités de créer de la richesse. Pensez avec moi une seconde. Ça pense vraiment. Combien d'idées sont mortes dans votre tête parce que cela ne vaut pas le travail bureaucratique? Combien d'entreprises avez-vous cessé de faire parce que allez-vous donner un problème à la taxe? Combien d'échanges mutuellement bénéfiques ont été interdits avant même sa naissance? Chacun de ces décès est un petit appauvrissement du monde. Mais le discours dominant inverse tout. Il dit que le marché libre crée des inégalités. Comme si l'inégalité n'existait pas dans les systèmes contrôlés. Comme si l'Union soviétique n'avait pas son élite. Comme si Cuba n'avait pas ses privilégiés. La différence est que sur le marché libre, l'inégalité s'accompagne de mobilité. Dans le système contrôlé, il est livré avec des cadenas. Savez-vous quelle est la partie la plus méchante? Le contrôle est toujours enveloppé dans du papier cadeau.
C'est pour protéger le consommateur. C'est pour assurer la qualité. C'est pour éviter l'exploration. Mensonge. C'est pour protéger qui est déjà dans le jeu. A toujours été. Imaginez que vous avez une pizzeria. Un gars veut en ouvrir un autre sur le côté. Que faites-vous sur le marché libre? Améliore votre produit, réduit votre prix, innove dans le service. Que faites-vous sur le marché contrôlé? Appelez l'ami conseiller et demandez une loi qui n'autorise qu'une pizzeria par bloc. Devinez lequel des deux scénarios génère le plus de richesse pour tout le monde? Dans le premier, les deux rivalisent. Les clients s'améliorent et les pizzas moins chères. Les employés gagnent parce qu'il y a plus d'emplois. Les fournisseurs gagnent parce qu'ils vendent plus. Le quartier gagne car il y a plus de mouvement. Même le gouvernement obtient plus d'impôts à la fin. Dans la seconde, vous gardez votre monopole. Votre pizza reste médiocre. Vos prix restent élevés. Vos employés n'ont nulle part où aller. Et tout le monde perd. Mais vous, bien sûr. Pour l'instant. Parce qu'il s'agit d'un autre balcon de génie de Rothbard, le protectionnisme et la myopie économique. Vous pouvez gagner à court terme, mais à long terme jusqu'à ce que vous perdiez. Parce qu'il vit dans une société plus pauvre, avec moins d'options, moins d'innovation, moins de dynamisme. C'est comme choisir d'être le roi d'un désert plutôt un citoyen d'une métropole prospère. Ce qui est fascinant, c'est que les gens le comprennent parfaitement au niveau micro. Personne ne veut que le gouvernement choisisse les vêtements que vous pouvez porter. Personne n'accepte qu'un bureaucrate décide quel film vous pouvez regarder. Mais en ce qui concerne l'économie, tout le monde devient soudain un fan du contrôle. Pourquoi? Parce que nous avons été programmés pour craindre la liberté économique. Ils nous ont appris que le marché libre est une sauvagerie, chacune seule, la forte dévorant les faibles. Ils ont oublié de mentionner un détail, sur le marché libre, le fort prospère seulement en servant les faibles. Pensez aux plus grandes fortunes du monde. Comment ont-ils été construits? Servant des millions de personnes ordinaires. Walmart est devenu riche en vendant à bon marché aux pauvres. McDonald's a été de riches travailleurs de l'alimentation. Amazon était riche en offrant la commodité à tout le monde. Sur le marché contrôlé, vous devenez riche d'une autre manière. Obtenir une concession. Gagner une offre. Création d'une barrière réglementaire. C'est-à-dire, utiliser le gouvernement pour empêcher les autres de servir mieux que vous. Lequel des deux modèles crée le plus de richesse pour tout le monde? La réponse est si évidente que ça fait mal. Mais voici un autre point crucial que Rothbard a martelé, il ne suffit pas de permettre le marché libre. Il faut comprendre qu'il s'agit d'un processus de découverte. Personne ne sait à l'avance quelles sont les meilleures solutions. Pas même l'entrepreneur le plus génie. Pas même le bureaucrate le mieux intensifié. Beaucoup moins le politicien le plus charismatique. Les solutions émergent de l'interaction de millions de personnes qui font des choix gratuits. Essayer, faire des erreurs, ajuster, s'améliorer. C'est pourquoi chaque tentative de planifier l'économie échoue. Ce n'est pas l'incompétence des planificateurs. C'est l'impossibilité mathématique. Vous ne pouvez pas calculer ce qui n'a pas encore été découvert. Mais l'impulsion à contrôler est trop forte. Quelqu'un semble toujours dire « laissez-moi vous l'organiser ». Et tournez toujours mal. Venezuela. Argentine. Zimbabwe. Union soviétique. Cuba. Corée du Nord. Ah, mais la Scandinavie. Ah, la Scandinavie possède un marché libre. Il a une propriété privée. A une initiative gratuite. Ce qu'elle a, c'est un état de protection sociale financé par les taxes de l'économie fiscale. Complètement différent du contrôle économique. Et pourtant, réalisé, les pays scandinaves réduisent progressivement les contrôles et augmentent les libertés économiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que c'est le seul moyen de maintenir la prospérité qui finance leurs programmes sociaux. Le marché libre n'est pas parfait. Rien n'est. Mais c'est le seul système qui transforme l'égoïsme en service, la cupidité en innovation, auto-intérêt pour le bénéfice mutuel. C'est le seul système où vous ne pouvez que devenir riche en rendant les autres plus riches. Il y a un secret que les universités n'enseignent pas. Un secret si simple que cela ressemble à un mensonge. Si évident que personne ne voit. Si révolutionnaire que ça fait peur. Le secret est le suivant, la richesse n'est pas un gâteau fixe. Arrêtez une seconde.
Respirez. Laissez-le pénétrer. La richesse n'est pas un gâteau fixe. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque quelqu'un enrichit par des échanges volontaires, personne n'a pauvre. Au contraire, tous les impliqués s'enrichissent. Mais comment? Comment est-ce possible? La magie est de la nature de l'échange libre. Lorsque vous achetez un café pour 5 reais, vous appréciez plus de café que les 5 reais. Le vendeur valorise plus 5 reais que le café. Les deux sont gagnés. Les deux s'enrichissent en termes de satisfaction personnelle. Multipliez cela par des milliards de transactions quotidiennes. C'est ainsi que la prospérité émerge. Pas par décret. Pas par planification. Mais pour la danse complexe de millions de décisions individuelles, chacune cherchant à améliorer sa propre situation et, par inadvertance, à améliorer la situation de tous. Rothbard a réalisé quelque chose que les économistes prétendent principalement ne pas voir: le marché n'est pas une entité. Le marché est américain. Chaque choix, chaque transaction, chaque oui et chaque non. Et ici vit la terreur des contrôleurs, ils ne peuvent pas contrôler ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Comment planifiez-vous de manière centralisée la créativité humaine? Comment régulez-vous l'innovation? Comment taxez-vous une idée avant sa naissance? Vous ne pouvez pas. Et c'est pourquoi chaque tentative de contrôle du contrôle central échoue. Pas faute de bonnes intentions. Pas faute de gens intelligents. Mais parce qu'il est impossible de remplacer des milliards de décisions décentralisées par une poignée de décisions centralisées. Pensez à votre smartphone. Combien de personnes devaient coopérer pour qu'il existait? Le mineur de silicium en Chine. Le designer en Californie. Le programmeur en Inde. Le transporteur au Brésil. Des millions de personnes qui ne se connaissent même pas en coopérant dans le système de prix. Aucun comité central n'aurait pu planifier cela. Mais il y a plus. Il y en a toujours plus. La véritable révolution de Rothbard n'était pas économique. C'était éthique. Il a montré que le marché libre n'est pas seulement plus efficace, c'est le seul système moralement défendable. Pourquoi? Parce que c'est le seul système entièrement basé sur le consentement. Personne n'est obligé à rien. Chaque transaction est volontaire. Chaque association est choisie. Chaque contrat est convenu. Comparé avec toute alternative. Tout implique la coercition. Tout implique que quelqu'un décide pour vous. Tout implique la menace de violence implicite ou explicite si vous n'obéissez pas. Là, mais le marché crée des inégalités. Oui. Alors quoi? L'inégalité n'est pas le problème. La pauvreté est le problème. Et le marché libre est la plus grande machine d'élimination de la pauvreté jamais inventée par l'humanité. Au cours des 30 dernières années, plus d'1 milliard de personnes ont laissé une pauvreté extrême. Pas à cause des programmes gouvernementaux. Pas à cause de l'aide internationale. Mais parce que des pays comme la Chine et l'Inde ont partiellement libéralisé leurs économies. Partiellement. Imaginez ce qui se passerait avec la libéralisation totale. Mais voici l'astuce mentale qui empêche les gens de voir ceci: ils confondent le capitalisme avec le corporatisme. Confondez le marché libre avec le marché réglementé. Confusez la concurrence avec le privilège. Ce que nous avons aujourd'hui n'est pas le capitalisme. Il s'agit d'un système hybride où les grandes entreprises utilisent le gouvernement pour éliminer la concurrence. Où les réglementations protègent le titulaire. Où les subventions déforment les prix. Où les banques centrales manipulent la monnaie. Rothbard l'a appelé « socialisme pour les riches ». Le véritable marché libre serait brutal avec les entreprises inefficaces. Pas de sauvetage. Pas de protection. Pas de barrière d'entrée. Seule la discipline implacable du profit et des dommages. Et c'est exactement ce que la peur puissante. Ils aiment parler des échecs du marché. Mais ils ne parlent jamais d'échecs du gouvernement. Ne mentionnez jamais que chaque règlement crée des opportunités de corruption. Que chaque subvention déforme les incitations. Que chaque contrôle de prix crée une rareté ou un excès. L'histoire est pleine d'exemples. Venezuela. Zimbabwe. Union soviétique. Toujours la même histoire, le contrôle conduit à la rareté conduit à plus de contrôle mène à l'effondrement. Pendant ce temps, les exemples réussis sont toujours les mêmes: Hong Kong, Singapour, Suisse,
Le marché plus libre, la société plus prospère. Mais la résistance persiste. Pourquoi? Parce que l'acceptation de la logique du marché libre signifie accepter que nous n'avons pas besoin de sauveurs. Que nous n'avons pas besoin de dirigeants illuminés. Que nous n'avons pas besoin de plans de 5 ans. Nous avons juste besoin de la liberté pour choisir. Et c'est le message le plus subversif que possible à une époque d'autoritarisme croissant. C'est l'idée que les gens ordinaires, prenant des décisions communes, créent des résultats extraordinaires. Pas de supervision. Sans autorisation. Sans approbation. Seuls les humains interagissant volontairement, chacun poursuivant ses propres objectifs, créant par inadvertance une tapisserie de prospérité qu'aucun designer n'aurait pu imaginer. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus? La plupart des gens croient toujours qu'ils ont besoin de la permission. Autorisation d'essayer. Autorisation de faire des erreurs. Autorisation de prospérer. Comme s'il y avait un comité cosmique distribuant des autorisations réussies. Permettez-moi de raconter une histoire qui s'est produite hier. Non, mentez. C'est arrivé il y a 10 ans. Ou peut-être que cela se passe en ce moment, quelque part. Un gars s'est réveillé avec une idée stupide. Tout le monde a dit que c'était stupide. La famille a ri. Les amis ont ri. La banque a ri encore plus. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a ignoré tout le monde et est allé le faire quand même. Échoué. Puis il a essayé à nouveau. A échoué à nouveau. La troisième fois, quelque chose de curieux s'est produit. Il a échoué différemment. Il a mieux échoué. Il a échoué avec le style. Et dans cet échec élégant, il a découvert quelque chose que personne n'avait vu auparavant. Les mathématiques cachées de la liberté. Je vais vous montrer une équation qu'aucun économiste n'admettra en public. Liberté individuelle fois nombre d'individus égale explosion exponentielle des possibilités. Remarquez-vous la magie? Ce n'est pas une somme. C'est la multiplication. Chaque personne libre n'ajoute pas seulement une unité de créativité au système. Il multiplie tous les autres. Crée des connexions qui n'existaient pas, génère des combinaisons impossibles. Provoque des accidents productifs. C'est comme ce jeu de points de connexion, vous savez? Mais personne ne sait combien de points il y a. Et les points se déplacent. Et créent de nouveaux points. Et certains points sont des portails pour les dimensions qui n'ont pas encore été inventées. Maintenant, pensez-moi. Si vous mettez 1000 personnes dans une pièce et dites « Résolvez ce problème exactement comment envoyer, combien de solutions avez-vous » 1. Le vôtre. C'est probablement faux. Mais si vous dites « Voici le problème ». Si vous voyez, combien de solutions viendront? 1000? Non. Beaucoup plus. Parce que John verra ce que fait Maria et a une idée. Pedro prendra l'idée de Joao, mélangera avec la technique d'Aena et créera quelque chose de nouveau. Et ainsi de suite. C'est exponentiel. C'est viral. C'est incontrôlable. Et c'est exactement pourquoi il fait tellement peur. Le paradoxe du contrôle. Plus vous essayez de contrôler, moins vous avez de contrôle. Avez-vous remarqué cela? C'est comme tenir de l'eau à la main. Serrez trop, il coule tout. Il laisse trop lâche, et également des gouttes. Le secret est de créer le bon moyen pour que l'eau soit. Les marchés fonctionnent comme ça. Les gens travaillent comme ça. La vie fonctionne comme ça. Mais non. Il semble toujours que quelqu'un souhaite être le chef d'orchestre d'un orchestre qui joue mieux sans chef d'orchestre. Vouloir le chorégraphe une danse qui ne fonctionne que lorsqu'il est spontané. Là, mais sans règle, cela devient un gâchis. Vira? Regardez la fourmile. Avez-vous le président? Avez-vous un ministre du planification? Il y a un comité central qui décide qui porte quelle feuille? Non. Et cela fonctionne depuis des millions d'années. Là, mais nous sommes plus complexes que les fourmis. Exactement. Nous sommes plus complexes. Alors pourquoi insistez-nous sur des systèmes plus simples? La technologie de confiance. Permettez-moi de vous dire un secret sur la confiance. La confiance n'est pas construite avec des contrats. Les contrats existent précisément parce qu'il n'y a pas de confiance. La confiance est construite avec la répétition. Avec prévisibilité. Avec la certitude que si je vous traite bien aujourd'hui, vous voudrez revenir demain.
C'est un pur égoïsme intelligent. Je veux que tu reviennes. Alors je te traite bien. Tu veux que je continue d'exister. Ensuite, vous me payez un bon prix. Personne n'a besoin d'être gentil. Personne n'a besoin d'être altruiste. Soyez juste assez intelligent pour comprendre que le jeu continue demain. Et le lendemain de demain. Et puis. Mais voici quelqu'un et dit, non, non, non. Est-ce très risqué? Et si quelqu'un triche? Et crée une règle. Et un autre. Et un autre. Jusqu'à ce que le coût du suivi des règles soit plus élevé que l'avantage de jouer propre. Ensuite, tout le monde commence à tricher. Pas parce qu'ils sont mauvais. Mais parce que le système les a transformés en tricheurs. Le miracle quotidien que personne ne voit. Savez-vous ce qu'est un miracle? Vous vous réveillez le matin et avez du pain frais dans la boulangerie. Pensez bien. Quelqu'un a planté le blé. Une autre récolte. Un autre mout. Un autre transporté. Un autre a fait la messe. Un autre corrigé. Un autre vendu. Aucun d'eux n'est connu. Aucun d'eux ne s'aime. Aucun d'eux n'a fait cela par gentillesse. Mais vous avez du pain frais. Toute la journée. À coup sûr. Maintenant, il me dit, quel comité central pourrait organiser cela? Quel algorithme pourrait prédire combien de pain voulez-vous aujourd'hui? Quel génie pourrait coordonner des millions de décisions individuelles en temps réel? Aucun. Mais ça arrive. Tous. Saint. Jour. Et personne ne le trouve incroyable. Le courage de ne pas savoir. Le problème est que tout le monde veut sembler savoir. Vous savez ce qui vous convient le mieux. Vous savez ce qui me convient le mieux. Vous savez ce qui est le mieux pour tout le monde. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, les plus grandes avancées de l'humanité sont venues de personnes qui ont admis ne pas savoir. Je ne sais pas comment le faire fonctionner, mais je vais essayer. Je ne sais pas si cela fonctionnera, mais ça a l'air intéressant. Je ne sais pas quelle est la réponse, mais cette question me dérange. La liberté du marché est, au fond, l'institutionnalisation de je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu veux. Je vais donc demander, par le biais des prix. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Alors je vais l'essayer. Je ne sais pas si cela fonctionnera. Je vais donc tester petit en premier. C'est l'humilité transformée en système. Vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué. Mais quelque chose a changé en lisant ces mots. Ce n'était pas le monde là-bas, c'était l'objectif à travers lequel vous le voyez. Ce sentiment inconfortable quand quelqu'un dit « et pour votre bien » a maintenant un nom. Cette impulsion remettre en question mais qui a décidé cela? Maintenant, il a la fondation. La liberté n'est pas un concept abstrait flottant dans les traités philosophiques. C'est le boulanger qui décide d'ouvrir plus tôt parce qu'il a constaté qu'il y avait une demande. C'est la couturière qui invente un nouveau point parce que les clients ont demandé. C'est que vous choisissez avec ceux qui font des affaires en fonction des critères que vous seul connaissez complètement. Chaque transaction gratuite est un vote. Chaque choix est une déclaration. Chaque non, merci est un acte révolutionnaire. Remarque, en ce moment même, des millions de personnes prennent des décisions. Acheter, vendre, échanger, négocier, expérimenter, faire des erreurs, frapper, apprendre. Sans comité central. Pas de plan directeur. Pas de sauveur suprême. Et ça marche. Cela fonctionne d'une manière qui remet en question toute la logique de centralisation. Cela fonctionne précisément parce que personne n'est en plein contrôle. Cela fonctionne parce que l'erreur de l'une ne détruit pas l'ensemble du système. Cela fonctionne parce que le génie de l'un peut être copié par des millions. Mais voici le paradoxe final. Plus vous comprenez cela, plus vous devenez dangereux pour ceux qui vivent pour contrôler les autres. Parce que vous arrêtez de demander la permission. Arrêtez d'attendre le salut. Arrêtez de croire que quelqu'un sait mieux que vous ce qui est bon pour votre vie. Et commence à agir. Petit au début. Peut-être simplement interroger. Puis en choisissant différemment. Puis créant des alternatives. Et soudain, sans que personne n'ait prévu, vous faites partie d'une révolution qui n'a pas de leader, n'a pas de drapeau, pas d'hymne. Il n'y a que des personnes libres coopérant volontairement. L'avenir ne sera pas construit à Brasilia, Washington ou Bruxelles.
Il sera construit dans votre garage, à la foire de votre quartier, dans l'application que quelqu'un programmait maintenant, dans la solution qui n'a même pas été inventée pour un problème qui n'a pas encore été identifié. Et la meilleure partie? Personne ne peut arrêter cela. Parce qu'il n'y a pas de bouton central à éteindre. Il n'y a pas de leader à arrêter. Il n'y a pas de siège social à envahir. Il n'y a que des millions de personnes qui découvrent que la prospérité ne vient pas d'en haut. Vient de l'intérieur. Ils se détachent. Viennent d'en bas. Cela vient de partout où quelqu'un a une idée et la liberté de le tester. Rothbard le savait. Maintenant tu sais aussi. La question n'est pas de savoir si vous utilisez ces connaissances. La question est, quand ?